Merci de nous recevoir chez vous. Dans un instant, le sommaire de ce journal. À la une de l'actualité de ce jour, l'affaire de l'achat du nouvel avion présidentiel de Momo Greboun. Après la plainte de l'opposition, l'heure de vérité sera dans les mains de la justice. C'est la réplique de la majorité parlementaire. Les membres de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs sont en formation depuis ce matin. Les échos dans un instant. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. L'achat du nouvel avion présidentiel Momo Greboun continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Hier, l'opposition parlementaire a porté plainte contre X pour demander que la lumière soit faite sur le processus d'achat du Momo Greboun. Quant à la majorité parlementaire, il revient à la justice de trancher dans cette affaire. Le reportage avec Michel Légy. L'achat du Momo Greboun, une affaire qui refait surface. La polémique est en effet à nouveau lancée avec cette plainte déposée par des députés de l'opposition qui estiment qu'il y a eu détournement de fonds publics qui devraient plutôt être destinés à l'armée. Nous, on avait inscrit bien 21 milliards pour l'achat d'un avion militaire. Un avion militaire, ils disent que oui, c'était un avion militaire, mais c'était inscrit au niveau du ministère de la Défense. Jusqu'en 1999, ils peuvent avoir raison, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'avion présidentiel n'est jamais géré depuis 1999 par le ministère de la Défense. La preuve, c'était la commission des affaires juridiques et institutionnelles qui était saisie au fond. La première fois qu'ils ont inscrit l'achat de cet avion présidentiel en 2012. Et ce que nous disons, ça c'est du vol et c'est un détournement d'objectif. Si vous avez bien suivi le point de presse, le porte-parole de l'ARR a dit que nous sommes assis sur trois principes dont ne dites pas ce que vous ne détenez pas la preuve. La vérité. L'avion tout neuf a été acheté en 1998 à 16 milliards. L'avion tout neuf a été acheté, je dis, en 1998 à 16 milliards. Et cette année, en 2014, ironie du sort, ils l'achètent à 20 milliards. Ils l'ont dit, ils l'achètent à 20 milliards, ce qui est dommage. Au niveau de la RDR, l'on soutient ainsi avoir des preuves suffisantes pour justifier qu'il y a eu bel et bien détournement de fonds publics et que la justice va s'en saisir. Le parquet a l'habitude, à travers les journaux, de s'auto-saisir, n'est-ce pas? Maintenant, nous, personnellement, les députés d'opposition, on saisit le parquet pour vol et détournement, n'est-ce pas, d'objectifs du peuple nigérien de 21 milliards. C'est nous qui l'avons saisi et il est obligé de regarder notre saisie. C'est une plainte. Voilà un procureur qui demande la levée d'un député alors même que le dossier est dans la main d'un juge d'instruction. Il s'auto-saisit, il demande la levée de son immunité sans que le juge d'instruction lui-même nous le demande. Si c'est pourquoi je dis, je n'ai pas confiance en lui. S'il ne donne pas une issue favorable, on va constituer, n'est-ce pas, on va saisir la justice avec condition de partie civile. Là, nous-mêmes, on va instruire notre juge, on va payer la caution qu'il faut, même si c'est 1 milliard, on va la payer. Du côté de la majorité parlementaire, l'on estime que le débat doit désormais être clos à l'Assemblée nationale pour ainsi laisser à la justice la latitude de trancher en toute indépendance. Le sujet est devant les juridictions, mais à partir de là, moi pratiquement, je n'ai rien à dire sur cette question. On attend les verdicts de la justice, que le sujet soit traité par la justice et qu'en ce moment, nous, on va se prononcer. Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à relever par rapport à ce comportement de l'opposition, qui, comme vous le savez, est dans une impasse. Ils sont dans une situation tout à fait inconfortable relativement à cette question de bébés importés, à travers laquelle ils ont voulu faire une campagne médiatique à travers les médias nationaux et internationaux, et que malheureusement pour eux, partout où ils partent, ils sont déboutés. Moi, je pense qu'il
cherche simplement à distraire les Nigériens, à nous distraire, à nous détourner de la vraie actualité qui mérite d'être traitée et qu'ils veulent maintenant faire de la délation. On ne va pas les suivre de leur logique. Ces mêmes gens ont dit dans leur communiqué qu'ils ne font pas confiance à la justice. Ces mêmes gens ont dit qu'ils ne font pas confiance au droit à la justice nigérienne. Ils ne font pas confiance à la Cour constitutionnelle. Ils ne font pas confiance au CC. Donc, ils n'ont confiance à aucune institution de la République. Ce qui veut dire qu'ils sont aux abois. Donc, moi, ce que je vous dis, et je le répète, je ne me prononcerai pas sur ces délations, sur ces affirmations gratuites. Le moment venu, on va se battre tout comme eux pour apporter les preuves du contraire. Mais laissons la justice faire son travail. Le nouvel avion présidentiel a-t-il donc été réellement acheté à 16 milliards de francs CFA pour être revendu à 20 milliards de francs CFA après avoir subi une période d'amortissement de 16 ans? Y a-t-il eu d'intention inavouée dans l'achat de ce nouvel appareil pouvant contenir beaucoup moins de passagers à son bord que l'ancien? Ce sont là les grandes interrogations qui restent posées et sur lesquelles la justice va certainement se pencher dans les jours à venir. Pendant ce temps, les membres de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs sont en formation depuis ce matin à Niamey. La dite formation est une étape importante dans la mise en œuvre du MAEP, qui est un instrument d'auto-évaluation mis en place en 2003 par l'UNEPA. Le compte rendu signé Abdelrazak Idissa. 3 jours pour familiariser les membres de la Commission nationale d'évaluation par les pairs aux 10 mécanismes. Le Niger entre ainsi dans la phase d'opérationnalisation de la mise en œuvre du processus de son adhésion au MAEP. L'adhésion au mécanisme implique un engagement du pays concerné à se soumettre à des évaluations périodiques de ses pairs et à faciliter ces évaluations-là. Cette adhésion inclut également un engagement à mettre en œuvre le programme national d'action élaboré à l'issue de l'évaluation par les pairs et à mettre en application les différents paramètres convenus en matière de bonne gouvernance dans les 4 domaines thématiques suivants: démocratie et gouvernance politique, gestion et gouvernance économique, gouvernance des entreprises et développement socio-économique. Cette adhésion marque ainsi la volonté du président de la République d'aligner sa vision pour le Niger à celle définie par le NEPAD. Cet alignement est d'autant plus facilité par l'identité des visions et valeurs qui renferment d'une part le MAEP et d'autre part le programme de la Renaissance du Niger et le plan de développement économique et social PDS du Niger. Les membres de cette commission qui sont réunis pour la formation ont été nommés en juin dernier. Ils représentent l'ensemble des couches socio-professionnelles du pays. La Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est un organe de validation de différentes études, de différents diagnostics que nous allons conduire à propos de la gouvernance politique, de la gouvernance économique et de la gouvernance des entreprises. Donc c'est ça la mission de la Commission. Et donc nous allons, au cours de cette formation, les doter des rudiments qui vont leur permettre d'apprécier qualitativement les différents rapports qui leur seront remis, qui leur seront soumis, afin donc de les valider. Les membres de la Commission viennent de divers horizons. Ils viennent de toutes les composantes de la nation. Donc vous avez une quinzaine qui viennent du pouvoir exécutif, vous avez 5 qui viennent du pouvoir judiciaire, donc pouvoir judiciaire, les magistrats, les huissiers, les notaires, les avocats. Ensuite, vous avez 3 honorables députés, donc du pouvoir législatif, et 16 qui proviennent de la société civile au sens large. Le mémorandum d'entente sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été adopté en mars 2013 avec pour mission de s'assurer que les politiques et pratiques des États membres sont conformes aux valeurs, principes, codes et normes garantis par la Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises. Le Niger y a adhéré en juillet 2012. Le syndicat national des travailleurs de l'enseignement de base tient depuis ce matin son 4e congrès ordinaire des assises qui ont enregistré la présence des délégués de l'intérieur du pays et des invités venus de l'extérieur. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de l'Éducation nationale, Nafissa Sakou, pour la radio et télévision Labari, signé compte rendu.
Les élections professionnelles au Niger, rôle des syndicats du secteur de l'éducation, tel est le thème de ce 4e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'enseignement de base SINATREB. Outre ce point, ce congrès verra la mise en place d'un nouveau bureau. Côté protocolaire, plusieurs interventions ont eu lieu. D'abord celle du coordonnateur du CEPRAS, du FISEN, mais aussi de l'IGTN, centrale syndicale à laquelle le SINATREB est affilié, qui salue l'initiative. Le thème de ce congrès, à savoir élections professionnelles au Niger, rôle et contribution des syndicats du secteur de l'éducation, n'est pas le fait du hasard quand on sait que la plus grande masse des électeurs potentiels se trouve dans le secteur de l'éducation, notamment l'enseignement primaire et secondaire. Votre implication au niveau de ces élections doit amener chacun et chacune de vous à sensibiliser la base par rapport au recensement devant aboutir à la mise en place d'un fichier électoral consensuel, donc accepté par toutes les parties prenantes, notamment celles en compétition. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général du SINATREB est revenu sur l'objectif de ce congrès. Notre congrès doit de manière efficiente déterminer la contribution du SINATREB et les activités que nous devions mener pour que, d'une part, que ces élections aient bien lieu en 2014 aux dates prévues et d'autre part définir la ligne de conduite des militantes et des militants du SINATREB afin de jouer un rôle déterminant tout le long du processus de ces élections afin que de manière évidente les centrales syndicales les plus représentatives puissent être de façon officielle être connues et que les syndicats les plus crédibles à même de défendre tous les intérêts des travailleurs soient définitivement déterminés. Ce 4e congrès nous permettra aussi, entre autres, de faire un examen sans complaisance des activités menées par le bureau sortant et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Procédant à l'ouverture de ce congrès, la ministre de l'enseignement primaire a réaffirmé leur engagement à accompagner les syndicats de l'enseignement pour la promotion de l'éducation au Niger. Notre département ministériel est et sera toujours à l'écoute de ses partenaires et œuvrera afin d'assurer aux fils et aux filles du Niger une éducation décente, conformément à la lettre de politique et au programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF 2014-2024 adopté par le gouvernement. J'ose espérer que les assises de votre congrès, de ces assises, sortiront des réflexions très importantes et des recommandations pertinentes. Notons enfin que deux secrétaires généraux du secteur de l'éducation du Bénin et de la Mauritanie ont pris part à ce 4e congrès ordinaire du SINATREB. Eunice Reding, c'est le nom de la nouvelle ambassadrice des USA au Niger. Elle s'est présentée officiellement cet après-midi dans sa résidence, donc à ses collègues diplomates et aux membres du gouvernement. Suivant un extrait du discours prononcé par la nouvelle ambassadrice des USA au Niger. Les relations entre le Niger et les États-Unis sont excellentes, tout comme celles qu'il y a notre ambassade avec de nombreux partenaires et amis du Niger. Ma mission ici est d'approfondir ces relations encore davantage. C'est ma première visite au Niger, mais je connais le continent africain à travers ma carrière et mes voyages. J'ai commencé ma carrière diplomatique à Abidjan, Côte d'Ivoire, ensuite à Harare, au Zimbabwe. J'ai été coordonnatrice de l'aide aux réfugiés africains au département d'État, notre ministère des Affaires étrangères. J'ai été directrice des affaires est-africaines, puis ouest-africaines. J'ai aussi eu l'honneur d'être ambassadeur des États-Unis au Gabon et à Sao Tomé et Principe. Je suis très honorée d'avoir été choisie par le président Barack Obama pour représenter les États-Unis au Niger. Comme mes prédécesseurs, j'entends contribuer de façon significative aux relations entre nos deux pays.
Je compte dans les prochains jours à aller à la rencontre des populations nigériennes que j'ai déjà appris à aimer à travers mes prédécesseurs. J'ai la bonne fortune de pouvoir compter sur l'ancien ambassadeur Bisa Williams en tant qu'ami au sein du Bureau d'Afrique au département d'État. Comme me l'a dit son Excellence, Monsieur le Premier ministre hier, Bisa Williams est aussi un ambassadeur du Niger à Washington. Et je mettrai à profit ces acquis pour renforcer davantage la coopération nigéro-américaine. Un volet reportage dans ce journal. Le commerce prend de l'ampleur. Il s'agit de la vente des poulets importés communément appelés Kainatourei. Pourquoi cet engouement autour de ce commerce des poulets importés? Élément de réponse dans ce reportage signé notre stagiaire de l'IFTIC, Madina Sanda. Ici, nous sommes chez les vendeurs de poulets importés grillés. On en trouve un peu partout à Niamey. Des clients qui se font de plus en plus remarqués. Les vendeurs de ces poulets importés communément appelés Kainatourei ne se plaignent pas. Les clients viennent massivement parce qu'on les nettoie bien. On les fait bouillir, on met des épices et oignons, on cuit. On n'a pas de difficulté avec nos clients. On n'a pas de problème avec les clients. On vend en gros et en détail. On ne rencontre aucun problème. Par jour, je gagne jusqu'à 8 000 francs. Le poulet importé grillé comporte deux gros avantages selon les clients. Son prix bas et sa qualité. Je viens toujours pour acheter à cause de sa bonne qualité et de son bas prix. L'unité, c'est à 2500 francs. Un commerce lucratif pour les vendeurs et un produit de bonne qualité et à un prix bas qui attire de plus en plus les clients. Du sport dans ce journal, elle est de retour au pays. Elle s'appelle Balkissa Abdoulaye, vainqueur du semi-marathon de Marseille, couru dimanche dernier à Marseille. À son arrivée hier nuit à Niamey, Balkissa Abdoulaye a été accueilli par les membres de la Fédération nigérienne d'athlétisme et plusieurs de ses fans. Alors que le championnat national d'athlétisme prenait fin sur les pistes du stade Janssen Contier de Niamey, l'athlète Balkissa Abdoulaye remportait à Marseille le semi-marathon de cette ville déphocéenne. C'est donc au petit matin de ce 17 septembre 2014 que Balkissa Abdoulaye, en compagnie de Nabara Barmou, classé 6e au niveau des hommes, ont été accueillis par le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme, des membres du bureau et des supporters. La gazelle Balkissa Abdoulaye, vainqueur du semi-marathon de Marseille, très satisfaite de son temps, 1h25 minutes 43 secondes sur une distance de 10 km. Les mots me manquent, quoi. Et... non, ça me manque. Parce que même le fait de voir même la presse devant moi, c'est un plaisir pour moi. C'est pour la première fois, je ne m'attendais même pas à ça. Il y avait du monde à la course, Bien sûr, il y a 25 000 participants. Moi, je ne pense même pas à être première, quoi. Juste pour améliorer mon temps. Mais Dieu a fait en sorte que je sois la première. Le résultat était satisfaisant. Parce que 25 000 personnes avec un rang de 6e, vraiment pour moi c'est bon. Comme c'est le début de saison, je n'ai qu'un mois d'entraînement. Et donc pour les prochaines compétitions, je suis sûr qu'on peut améliorer les temps. Si j'avais eu beaucoup de temps, j'allais encore faire mieux parce que là j'étais même en retard de 4 minutes par rapport à mon record personnel. Au niveau de la Fédération nigérienne d'athlétisme, la joie se lisait sur les lèvres. Enfin, un trophée international au cours de cette année 2014, et cela grâce à cette jeune athlète Balkissa Abdoulaye. C'était une grande joie pour la Fédération nigérienne d'athlétisme, pour leur club et pour le Niger tout entier. Et parce que le Niger a été honoré et avec des places remarquables. D'abord, Balkissa a occupé la première place, pour la première fois une Nigérienne occupe la première place au semi-marathon de Marseille. Et Nabara a occupé la 6e place. Il y a un autre Nigérien qui a occupé la 8e place, la 11e place et la 12e place. C'est-à-dire que nous cadrons dans les 15 premiers parmi 25 000 coureurs.
je pense que c'est une chose très importante et que ça doit attirer l'attention des autorités par rapport à l'athlétisme au Niger. Donc tout à l'heure, je vous entendais demander s'ils seront reçus par le ministre des Sports. En fait, c'est une porte qui est déjà ouverte, qu'ils sont en train de pousser, parce que le ministre, dès qu'il avait entendu les résultats, avait demandé et m'avait appelé pour demander d'organiser une rencontre et puis caler le calendrier pour qu'ils puissent les recevoir. Donc, ce qui veut dire que le ministre est déjà prêt pour les recevoir, parce que c'est une chose qui est exceptionnelle et qui honore le Niger tout entier. Parti dans des conditions difficiles, l'athlète Balkissa Abdoulaye a honoré le Niger en occupant la première place du podium au semi-marathon de Marseille devant près de 600 participantes. Cette sortie des athlètes nigériens en France a été possible sur une invitation de l'association Raoul Kanazi avec l'appui de Arriva Somaïr. L'actualité hors de chez nous en France, 6 djihadistes présumés arrêtés dans la région de Lyon. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au recrutement de jeunes femmes pour les envoyer auprès des djihadistes en Syrie. C'est dans cette ville de la région lyonnaise que 6 personnes ont été interpellées, dont 2 femmes et 2 mineurs. L'une d'elles s'apprêtait à rejoindre la Syrie. Selon un rapport de l'Assemblée nationale, il serait plus de 930 Français impliqués dans les filières djihadistes syriennes, déjà partis en transit ou sur le départ. C'est 2 fois plus qu'il y a 6 mois. Pour stopper l'hémorragie, le gouvernement a voulu renforcer son dispositif. La loi sur la lutte contre le terrorisme instaure une interdiction de sortie du territoire. Cette mesure phare vient d'être adoptée par l'Assemblée. Elle est assortie d'une confiscation de la carte d'identité et du passeport. Dès le début de l'examen du projet de loi, les ambitions de la place Beauvau étaient claires. L'objectif, c'est de faire en sorte que nos ressortissants ne partent pas. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils partent, ils commettent des crimes et des actes terroristes. Ils sont donc pénalement répréhensibles. Et surtout quand ils reviennent, parce que le droit international nous oblige à les accepter sur le territoire national dès lors qu'ils reviennent, ils représentent un danger extrême. Autre disposition, le blocage de sites internet glorifiant le terrorisme. L'organisation de l'État islamique maîtrise les réseaux sociaux et relaie sur internet ses actions ultra-violentes. Une propagande payante pour recruter régulièrement de nouveaux combattants. En France, toujours, la grève de Air France est à son 3e jour. 2 vols sur 5 ont été assurés aujourd'hui. Malgré l'appel du Premier ministre Manuel Valls, le syndicat des pilotes rejette les propositions de la direction. Beaucoup de monde à cette assemblée générale. Avec leurs syndicats, les pilotes viennent de décider de poursuivre le mouvement. Nous allons lui démontrer que la mobilisation est forte, que vous êtes derrière nous et que ça ne s'arrêtera pas. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'aujourd'hui la mobilisation est à ce point forte derrière le combat qui est le nôtre. Ça prouve que le combat est juste. Au cœur du conflit, le projet de développement de Transavia, la filiale à bas coût d'Air France. Les pilotes exigent des garanties sur les conditions de travail. Ils réclament notamment un contrat unique pour Air France, mais aussi pour Transavia ou l'autre filiale du groupe HOP. Pendant ce temps, dans les aéroports, la galère est toujours au rendez-vous. Je suis venue ici pour voir avec eux s'ils vont pouvoir me donner un autre vol, une autre compagnie pour pouvoir voyager parce que je reprends le travail samedi et je suis coincée ici. Même inquiétude dans les agences parisiennes d'Air France. C'est un problème parce que je suis médecin chirurgien, j'ai des interventions programmées lundi prochain, je dois absolument rentrer. Devant les difficultés pour se rendre à Nice, ces autres passagers cherchaient ce matin encore des alternatives. On devait prendre un avion ce matin à 9h. Et puis finalement, on prend le train. On prend 6 heures de train et on doit revenir vendredi. Et on ne sait toujours pas si ce sera rétabli. Je suis plus habitué à prendre l'avion qu'à prendre le train. Voilà. Mais c'est une bonne solution de remplacement. Alors que la grève est toujours massivement suivie, la direction fait ce soir de nouvelles propositions aux pilotes sur le partage des activités entre Air France et Transavia. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.